Merci, monsieur le directeur, pour ces mots qui n'étaient pas seulement de bienvenue, mais qui étaient déjà en eux-mêmes un cadrage problématique de ce colloque. C'est un témoignage de plus, parmi des milliers, il faut le reconnaître, de ce que les archives n'ont de sens que par rapport à une recherche, et la recherche n'a de sens que par rapport à des archives. Donc voilà. S'il en était besoin, vous le prouvez. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je voudrais, après M. Rousseau, remercier bien sûr les organisatrices, les organisateurs du colloque et de l'exposition, parce que je parlais de ce couple entre l'archive et la recherche. Il y a le couple entre le colloque et l'exposition, qui n'est pas le plus fréquent. Il y a parfois seulement l'exposition, parfois seulement le colloque, et puis là nous avons les deux, et une dialectique entre les deux. On peut dire, bah oui, le sujet s'y prêtait. Après tout, non, pas forcément, on a des exemples. Entre parenthèses, il n'y a pas de PowerPoint pour ma communication, par exemple, et c'est très volontaire. Bien, donc je salue cette dialectique entre la logique d'une exposition et la logique d'un colloque. Nous avons, pour plusieurs d'entre nous, tous participé aux deux, à l'organisation des deux, et on sait bien que ce sont quand même des logiques qui sont assez sensiblement différentes, même si, bien entendu, tout le monde se retrouve dans le paradis final de la meilleure compréhension intellectuelle de nos sociétés. Mais enfin, bon, il y a des logiques parfois assez éloignées, voire contradictoires, et je salue la réussite de cette association. Alors, conférence d'ouverture, ça se fait beaucoup maintenant, un keynote, etc. Ça sera plutôt ouverture qu'une conférence. Hein. Bon, voilà. Vous le savez, je ne suis pas historien de la photographie, même s'il m'est arrivé à plusieurs reprises d'écrire sur la photographie, encore moins historien du paysage. C'est pas à vous que j'apprendrai que l'analyse du paysage, pluridisciplinaire, mais en particulier historique, est actuellement très, alors je ne dirais pas à la mode, mais très pratiquée, hein, et ça me paraît déjà très significatif, ça a peut-être été rappelé hier. Nous sommes entrés dans un moment, et alors là, ce serait intéressant pour les historiens de le dater, on peut chacun avoir des petites hypothèses sur les moments où ça bascule. Bon, ça ne bascule pas du jour au lendemain, mais enfin, je l'évoquerai peut-être rapidement sur un point tout à l'heure. Ce sera intéressant d'affiner la chronologie de cette constitution d'une science pluridisciplinaire ou d'une analyse pluridisciplinaire du paysage, hein, dans laquelle nous sommes, à mon avis, bien avancés maintenant. Donc ma perspective d'ouverture plus que de conférence, c'est un point de vue. Et point de vue, alors là aussi, les historiens de l'image, du paysage ont déjà glosé là-dessus. Je suis désolé d'enfoncer des portes ouvertes, mais enfin, si elles sont ouvertes, ben, c'est très bien, je les prends. Si elles sont fermées, c'est plus compliqué de les enfoncer quand même, malgré tout. C'est plus violent. Si je dis point de vue, moi, ce qui me vient spontanément à l'esprit, et je n'irai pas plus loin dans l'ouverture de ces portes ouvertes, c'est la Veduta, c'est-à-dire quand même une logique qui remonte à toute une partie, tout un pan important de l'histoire de la peinture, et en particulier de l'école vénitienne du XVIIIe siècle, ce qui n'est pas sans rapport avec toute réflexion sur l'image documentaire, hein, parce qu'il y a évidemment une dimension documentaire que, je suppose, d'ailleurs les historiens de l'art n'oublient pas quand ils évoquent cette école vénitienne, qui joue un rôle d'ailleurs très important, pour ne prendre que deux pays, dans l'histoire de l'Allemagne et dans l'histoire de la Pologne, hein, je n'entrerai pas plus dans le détail. Et puis le deuxième mot qui me vient à l'esprit quand je dis que je vais présenter un point de vue, c'est point de vue documenté, c'est Jean Vigo, à propos de Nice. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait que, au fond, nous en sommes tous là. Nous avons des points de vue documentés, façon Vigo ou façon plus académique, c'est certain. Véronique Figini, que je me permets de saluer tout particulièrement, a évoqué l'histoire culturelle. Bon, la définition que sempiternellement j'ai toujours donnée de cette discipline, disons, est celle que je maintiens encore ce matin, peut-être que j'en changerai finalement cet après-midi, mais enfin, c'est une histoire qui se préoccupe des représentations collectives. Alors, je ne glose pas sur chaque terme, surtout sur représentation ici. Je gloserai à peine sur collective. Il va de soi que le collectif est fait d'individus, mais les coagulations d'individus sont tout à fait passionnantes. Les représentations individuelles, il va de soi que le collectif, par capillarité, se traduit par des représentations individuelles, hein, là aussi dialectique. Et tout ça propre à une société, et je dirais, ici, une société, je prends au pied de la lettre, ça a été mon petit exercice, le titre de aujourd'hui, de ce jeudi, usage du paysage national. Donc j'ai cru comprendre que je pouvais me permettre une petite focalisation à un certain moment sur la notion de national, évidemment, qui en ce moment m'intéresse tout particulièrement. Enfin, c'est en ce moment qui dure depuis 50 ans, mais bon, voilà.
Je veux donc poser quelques évidences pour sans doute chacun d'entre vous, mais si elles sont des évidences qui engagent ceux qui y adhèrent, chercheurs, mais aussi médiateurs, mais aussi acteurs des politiques publiques. Hein. Vous avez eu, je pense, la chance, je ne pouvais pas y être, d'écouter Bernard Latarjet, qui est un personnage que je trouve tout à fait intéressant, et dont je conseille aux historiens peut-être, parce que apparemment ça n'a pas été complètement fait, d'aller le voir pour le lancer dans un récit de vie, parce que c'est quand même très intéressant d'avoir été là où il a été, en commençant par le génie rural, sur lequel je me permettrai de faire une petite référence tout à l'heure. C'est pas par hasard quand même qu'il soit ingénieur du génie rural. Hein. Bon. Bref, donc les acteurs des politiques publiques, les médiateurs, les chercheurs, des évidences dont l'une des sous-catégories intéressantes de l'évidence, je le rappelle, c'est l'évidence inaperçue, qu'on appelle parfois le paradoxe. Alors je ne suis pas sûr que je vais avancer quelques paradoxes, ou peut-être que certaines de mes affirmations péremptoires vous sembleront paradoxales. Ça, ce serait un grand honneur, mais je ne suis même pas sûr d'arriver à ce niveau, hein, de pouvoir vous proposer des paradoxes, éventuellement même scandaleux, ça j'aimerais bien, mais je ne suis pas sûr. Enfin, je serais sans doute en dessous de la mission. Usage du paysage national, usage, c'est un petit peu dans cet endroit-là que je voudrais apporter mes petites contributions de point de vue documenté. Je me suis dit, d'ailleurs, paysage d'abord, national ensuite et usage, c'est mon ordre, bon, c'est une certaine logique, je ne détaillerai pas trop la logique, vous pouvez la deviner. Est-ce que ça pourrait coller à profil France et face, ou face France et profil? Alors France, ça colle avec la deuxième partie, nationale, bon. Profil face, alors on pourrait jouer sur les mots, mais il m'était venu à l'esprit, indépendamment de cette réflexion, avant que elle me tente, comme une tentation, que, après tout, oui, vraisemblablement, on pouvait traiter du paysage comme une face aussi. Hein, et que, bon, disons-le tout de suite, là aussi, si je parle devant des spécialistes d'histoire de la photographie, l'histoire de l'image en général, de la peinture, etc., c'est tellement évident, mais c'est une évidence que j'espère les spécialistes présents dans cette salle, que je ne suis pas sur lesquels ils travaillent, c'est que, pour moi, un portrait et une nature morte, ce sont évidemment des paysages. La nature morte, still life en plus, hein, still life, beaucoup de choses à dire, c'est un paysage construit par l'observateur, alors très construit, qui décide de mettre une tête de mort, hein, mais bon, pour moi c'est du paysage. Et alors, après, évidemment, il peut y avoir des sous-catégories de paysage, donc il y a la catégorie paysage dans la grande catégorie du paysage, mais bon, et puis le portrait, hein, dans quelle mesure le portrait n'est pas un paysage de corps, hein, portrait individuel ou collectif. Bon. Je signale ça au passage, si j'ose dire au passage, parce que ça me paraît important. On ne peut pas poser comme évident qu'il y a le paysage, la grande catégorie des paysages, et que le portrait ou la nature morte, sans parler d'autres perspectives, n'en fait pas partie. Et donc, face, oui. Et puis, peut-être que l'usage, ce serait le profil, mais je ne vais pas gloser plus que ça. Je vais commencer donc par revenir rapidement sur paysage, sous le regard de l'histoire culturelle, puisque, je le répète, il y a maintenant une bibliothèque énorme. Si vous êtes candidat à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, vous devez lire un nombre considérable d'ouvrages, généralement récents. Généralement récents, c'est très intéressant, justement, hein, de production internationale sur le paysage. Donc je ne veux pas me couvrir de ridicule en reprenant tout ça, mais ce qui me paraissait intéressant par rapport à votre problématique d'aujourd'hui et des 3 jours, c'est que le paysage est apparemment au moins au croisement de 2 regards, et également apparemment assez distincts l'un de l'autre. Comme toujours en histoire culturelle, on tient compte des distinctions que la société reconnaît, puis en même temps on se dit, attendez, distinctions, mais pas complètement. Mais il faut croire aux distinctions. Parce qu'une certaine pente, en fait, de l'histoire intellectuelle consisterait à dire, ah, ces distinctions vulgaires, je vais prendre de la hauteur et je vois qu'elles sont artificielles. Ben non, j'y reviendrai sur un point important, qui est celui du roman national. Donc, oui, distinction, mais en même temps, certainement, lien. Ce qui me paraît intéressant, c'est plutôt les dialectiques, qui confirment qu'il y a des distinctions. C'est-à-dire qu'on peut être œcuménique, mais pas syncrétique. J'espère que vous voyez la différence religieuse entre être œcuménique et être syncrétique. Ça n'a rien à voir. Bon. Donc, étant plutôt œcuménique que syncrétique, je rappelle qu'il y a un regard que je qualifierais, pour simplifier, de regard artistique, et un regard que je qualifierais, pour simplifier, de scientifique. Et c'est évidemment au croisement des deux que se trouve le paysage, tel que vous pouvez amener en parler hier, aujourd'hui et demain. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des positions de leadership, là aussi, à reconnaître, quitte à les faire exploser après. Mais enfin, et en particulier, en ce qui concerne les praticiens moteurs, avec leur art, y compris dans l'ambiguïté du mot, bon, métier, etc., moteur, je dirais les plasticiens du côté du regard artistique, qui
qui sont assez moteurs, c'est-à-dire assez hégémoniques, assez proposants de concepts et d'institutions, et puis les autres, je ne dis pas que suivent, mais sont obligés d'en tenir compte. Donc les plasticiens, j'utilise à dessein un terme très daté, c'est-à-dire très daté récemment, un demi-siècle, et disons que ce serait plutôt l'association peintre-dessinateur, le dessinateur, le peintre-dessinateur, le dessinateur-peintre. Puis d'autre part, pour ce qui est du regard scientifique, je pense qu'il faut accorder une particulière importance aux géographes. En tant qu'historien, je me permets de le dire, d'autant plus que, comme vous le savez, l'école française a la particularité par rapport à toutes les autres écoles nationales ou plurinationales d'associer étroitement histoire-géographie. Je rappelle que l'association histoire-géographie ne va pas de soi. Elle va de soi pour beaucoup de Français, de moins en moins d'ailleurs, mais alors elle est absolument problématique dans la plupart des pays du monde. Hein. L'idée d'associer étroitement histoire-géographie, c'est, vous le savez, d'abord l'école française qui le propose. Donc moi je suis de ceux qui trouvent beaucoup de plaisir et qui bien entendu vont justifier l'association. Et quantité d'autres cultures nationales vous diront que bon, bah, c'est tout à fait arbitraire. Bref, géographe et pas historien, mais géographe quand on passe effectivement d'une logique, j'allais dire de l'itinéraire et de la carte, hein, Peutinger, etc., l'itinéraire et de la carte, une logique du panorama du pays, et je dirais presque d'un environnement. Grosso modo, il y a un avant et après Humboldt. Bon, voilà. Alors c'est à la fois évident, c'est aussi engageant, parce que les autres arts pourront bien manifester leur volonté d'indépendance, ils auront toujours à se situer par rapport à. Par exemple, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, la littérature ou la musique ont beaucoup de choses à nous dire sur l'approche artistique du paysage. Je prends simplement le domaine de la musique. Vous imaginez bien que la grande musique romantique, et pas que romantique, post-romantique, etc., bon, je n'entre pas dans le détail, apporte énormément à la réflexion sur le paysage. Si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire de la création musicale au XIXe siècle, voire jusqu'au XXe, bien sûr, ça me paraît clair, y compris dans sa dimension nationale, puisque c'est le thème de cette journée. Et il n'y a pas que la Moldau, qui d'ailleurs est un nom allemand, parce qu'il y a la version tchèque du nom de Smetana, mais enfin, plus généralement, il est évident qu'une partie de la nationalisation des musiques au XIXe siècle passe par des musiques paysagères, enfin des musiques, alors poèmes symphoniques ou autres, qui tentent d'approcher une logique musicale du paysage. Pour moi, ça me paraît évident parce que j'essaye de faire de l'histoire culturelle. C'est-à-dire que quand on me dit photographie, je dis, très intéressant, mais n'oubliez pas la musique, la littérature, le cirque. Bon. Et là, brutalement, il y a des choses qui se passent. Bon. N'oubliez pas la musique, n'oubliez pas la littérature. Et d'une certaine façon, effectivement, on voit bien que la photographie, à ce moment-là, se situe par rapport à ces plasticiens dominants de la peinture et du dessin dans une situation à la fois de proximité, de volonté d'autonomie, voire d'indépendance, et parfois, effectivement, de dépendance. Hein. On est bien d'accord, ça, je pense qu'aucun historien de la photographie ne va me contredire là-dessus. Je dirais que, qu'il s'agisse du rapport au paysage ou de n'importe quel autre rapport, peut-être que la photographie est une Catalogne qui n'a pas encore tout à fait proclamé son indépendance. Mais ça, c'est un vaste problème. Voilà. Donc, ce sera intéressant, peut-être, pour les historiens de la photographie, de regarder ce qui va se passer en Catalogne. Bien, du côté du regard scientifique, bon, je pose plutôt une logique géographique, étant bien entendu que la séparation de l'histoire de la géographie, en particulier dans l'espace français, a pris du temps. Et je voudrais saluer, puisqu'il participe à ce colloque, quelqu'un comme Sylvain Lesage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe à l'agenda des historiens, donc d'une certaine façon obligés sur ce plan-là de tenir compte de l'apport des historiens des arts, mais aussi des géographes, la notion de culture visuelle. Bon, il est évident que maintenant, les historiens ont enfin poussé jusqu'au bout la logique, qui était une logique de méthode, une méthodologique avant, qui était, n'oublions pas évidemment les documents iconographiques, hein, puis on les faisait venir toujours en dernier. Je signale au passage, puisque ce n'est pas l'objet de ce colloque, donc j'en profite, qu'il y a quand même des documents qui sont hiérarchiquement encore plus dominés que les documents imagés, ce sont les documents sonores, hein, entre parenthèses. Quel que soit l'objet que prend un historien, il devrait se poser la question, est-ce qu'il y a une dimension sonore dans mon objet? À mon avis, il y en a toujours. Et regardez donc les références des historiens. Le son, hein, bon, passons. Donc, il y a encore des progrès à faire. En tous les cas, cette culture visuelle, elle est là, et je pense qu'elle aura beaucoup de choses à dire sur cette logique du paysage et sur bien d'autres logiques. Mais il n'y a pas que ces deux regards, d'une certaine façon. Et il faudrait s'interroger sur le statut de ceux qui vont être au carrefour de ces deux regards et qui vont se projeter dans un autre espace,
un espace que je qualifierais presque de politique, qui serait le domaine des paysagistes. Les paysagistes, ils participent à toute cette culture, des deux cultures, et puis au-delà. Et sur ce plan-là, je sais que les paysagistes commencent à s'y intéresser. Vous savez qu'une des conséquences de l'évolution historiographique, en particulier d'ailleurs de la présence de l'histoire culturelle, mais je ne vais pas tout ramener à elle, c'est que maintenant tous les métiers sont en train de s'interroger sur leur histoire et leurs origines. Alors, c'est déjà ancien pour certains métiers, mais il y a d'autres qui en sont encore au balbutiement. Donc il est évident que les paysagistes commencent à faire l'histoire du paysagisme, de la profession, mais au sens très professionnel. Pourquoi est-ce que c'est en 1945 que ça commence à basculer à Versailles, et pourquoi est-ce que c'est au milieu des années 70, j'allais dire comme toujours, sur beaucoup de questions qui nous concernent aujourd'hui, le milieu des années 70, c'est en 76 qu'est créée l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. C'est pas sans signification, évidemment, y compris avec votre sujet. Bon, il y aurait donc beaucoup de choses à dire sur le fait qu'il y a une préoccupation paysagiste qui a à voir avec l'histoire culturelle générale, et en particulier depuis le XVIIIe siècle romantique. Donc, des logiques, 2-3 logiques sont à l'œuvre, on pourrait jouer sur le mot œuvre, avec des contradictions éventuelles, avec des interactions, des convergences. Par exemple, deux exemples simplement, des activités artistiques de plus en plus informées, si j'ose dire. Je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait mettre tel auteur individuel comme Tabouki ou tel collectif comme FTL là-dedans. Donc des activités artistiques de plus en plus informées. Et puis des activités scientifiques de plus en plus ouvertes à la dimension artistique. C'est toute la leçon, je ne pouvais pas y être présent hier, mais je suppose qu'il ressortait de la mission, j'allais dire la Targée, en tous les cas de la mission de la Datar des années 80, c'est qu'effectivement, c'est une mission qui va prendre en considération le statut artistique des personnes à qui on s'adresse. Alors là, c'est un vrai basculement, et ça, c'est tout à fait raccord, diraient mes enfants, raccord avec ce qui se passe dans la société à cette époque-là, dans les années 70 et 80, et même avant Jack Lang. Puisque j'évoquais tout à l'heure Bernard Latarjet, il est passé de l'agriculture à la culture. Je vous signale que c'est en 1980, pas 81, 80, qu'un domaine artistique est passé brutalement, en une seconde, comme ça, du ministère de la tutelle du ministère de l'Agriculture. Le ministère de la Culture, vous le savez, c'est le cirque. Ça, c'est un exercice auquel que je pratique avec mes étudiants, c'est leur dire, bon, prenons les arts du cirque, les arts de la piste, maintenant, la cendre et ça. De quel ministère dépendait-il avant 80 ? Personne ne trouve, ministère de l'Agriculture. Donc ça dit beaucoup de choses. D'où la mission de la Datar. Bon. D'où d'ailleurs les logiques artistiques nouvelles, l'intérêt pour les non-lieux, etc. Bon, je dirais, c'est peut-être fin du pittoresque, enter du photoresque, enfin bref, il se passe des choses intéressantes. Deuxième ensemble de réflexions sur le national. Bon, France là-dedans. C'est là que le rapport aux politiques est explicite. Parce que le national a évidemment d'abord à voir avec le politique. J'allais dire ensuite avec le culturel. Donc les deux associés. Mais il y a du politique essentiellement là-dedans, et surtout dans un pays comme la France. Donc je ne vais pas parler du Kurdistan ou même de la Catalogne, effectivement, mais prenons la France. Il est clair que vous avez une lecture politique à poursuivre, je sais qu'elle est déjà bien avancée, et le programme du colloque le montre bien, sur le rapport entre paysage national et propagande d'État. Bon, les extrêmes étant les périodes de dictature, Vichy. Je vous signale un régime très intéressant pour votre sujet, qui est le Second Empire, évidemment. Alors, la mission héliographique, ce n'est pas encore tout à fait le Second Empire. C'est la Deuxième République, pas la Seconde, soyons positifs, et pas Seconde, la Deuxième République, déjà contrôlée par le Parti de l'Ordre, et déjà d'ailleurs sous la présidence de Louis-Napoléon Bonaparte. Puis Léon de Laborde, qui est un des personnages les plus passionnants de l'histoire française, et qui est quand même encore méconnu. Léon de Laborde, c'est quand même quelqu'un qui va choisir, bien sûr, le camp du Second Empire. Donc, c'est pas par hasard si on est là à l'apogée du centralisme. Premier Empire, Second Empire, ça. Et la restauration des terres de montagne, c'est la loi de 1860. C'est la loi la plus interventionniste. Après, on va reculer. Quand on est dans une logique républicaine, on va être obligé de dire, bon, quand même, peut-être que le reboisement intensif, bon, il suffit de se promener du côté du Mont-Égual pour voir toutes les questions que ça pose. Ça. Bon, bref. Le Second Empire, ce n'est pas un régime neutre. Et pour votre sujet, alors là, c'est évident, et en général. Et puis la Ve République du général de Gaulle, qui crée la Datar. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait, bon, je pense que ça a peut-être été, enfin, ça a dû être évoqué hier,
Et quand on regarde les intitulés, ça c'est très intéressant, les intitulés de l'organigramme, vous avez le passage sous la Ve République de aménagement à compétitivité et à attractivité dans les organigrammes. C'est tout à fait passionnant. Et compétitivité 2005, attractivité 2009. C'est passionnant, je veux dire, on pourrait donner ça comme exercice là aussi à des étudiants. Je vais vous donner simplement les titres de ces délégations qui changent de configuration. Vous savez que la data change de configuration, c'est absolument passionnant. Donc, commissariat général à l'égalité des territoires, pour finir. Bon. Donc, la lecture par le politique, c'est tout à fait capital par rapport à une histoire du centralisme, une histoire du statut de l'État, j'allais dire du despotisme éclairé, etc. Mais évidemment, ce lien avec le politique est plutôt dans le tréfonds des sociétés. C'est là que ça se passe, fondamentalement, me semble-t-il. En vertu d'un principe qui serait peut-être, pour aller vite, la société a toujours raison, donc, mais elle a la raison de ses intérêts. Voilà. Et donc ce lien avec le politique, il se mesure aussi dans le fait qu'il va y avoir un lien entre la construction, reconstruction, exposition, y compris universelle, du paysage et la construction des identités nationales. Bon, hein, c'est clair, c'est un des sens de votre colloque, mais on peut le confirmer. Et regardez la logique des panoramas du XIXe siècle, qui sont des panoramas géographiques et historiques. Hein, Daguerre, comme les autres, ils font, j'allais dire, un coup historique, un coup géographique. Vous savez que les deux panoramas archétypiques à Paris, à un moment essentiel d'ailleurs, qui est le directoire, ce fameux régime tellement méprisé. Vous savez, il y a des régimes, la 4ème République, directoire, bon, comme ça se termine, entre guillemets, mal pour eux, en tout cas, mal pour eux. Alors que la France moderne date peut-être plus du directoire que de tout autre régime. On ne va pas mépriser le consulat, quand même. Mais quand même, le directoire, il se passe des choses. Et les expositions nationales, c'est le directoire, c'est François Neuchâteau. Et là, eh ben, on retrouve effectivement le couple des panoramas là, qui sont testés à ce moment-là, qui ont un énorme succès public. Vous avez un panorama vu de Paris depuis les hauteurs des Tuileries, aujourd'hui disparues, et puis vous avez la victoire française devant Toulon, hein, l'évacuation par les Anglais de Toulon, hein, qui est l'un des débuts de la fortune d'un certain Napoléon Bonaparte. Donc c'est ça les deux premiers panoramas, au fond, enfin, qui comptent. Hein. Donc ça dit beaucoup de choses sur le fait que la logique des panoramas, c'est une logique d'histoire et de géographie qui construit alors le fameux roman national, auquel je me permets simplement de faire remarquer que c'est une problématique constante et intéressante, bien entendu, applicable au paysage comme au reste, mais que premièrement, évidemment, elle est universellement partagée, parce que le national, c'est ce qu'il y a de plus universel. Depuis la fin du XVIIIe siècle, ça s'étend au XIXe, et ça triomphe au XXIe. Le XXIe siècle commençant, c'est le triomphe du national, bien entendu. Sinon, vous comprenez une bonne partie de ce que vous écoutez au journal télévisé, tous les soirs ou tous les matins. Bon. Mais par ailleurs, it works. Ça marche. C'est-à-dire, une fois que vous avez dit c'est construit, alors les historiens de la culture passent leur temps à dire c'est construit. Donc ça nous va très bien. Ça nous va très bien. Benedict Anderson, c'est construit. Mais le national, it works. C'est-à-dire, c'est construit et ça construit. Et ça construit, en particulier, de la communauté nationale, évidemment. Et je rappelle que ce qui est extraordinairement construit, encore plus construit que le national, c'est l'international. S'il y a bien quelque chose qui est très construit, et disons très problématique encore, même si bon, ça grignote, c'est l'international. Donc, une fois qu'on a dit que le national s'est construit qu'il y a du roman national, so what? So what? C'est très intéressant de voir pourquoi ça marche et comment ça marche. Et pourquoi on va aux expositions des panoramas et pas que. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, il faut bien voir que le rapport au national se décline aussi dans un rapport au local par rapport au national. Là aussi, les historiens, Jean-François Chanet, etc., ont bien montré qu'on ne peut pas simplement considérer que, par exemple, pour un objet comme la France, qui, il faut dire, est beau comme l'antique, hein, sur ce plan-là, le centralisme, l'ancienneté, ce que Tocqueville a génialement dit depuis longtemps sur le fait que les préfets de Napoléon et du parti radical, qui était contre les préfets, mais quand il a pu nommer des préfets radicaux, ben, il a conservé le corps préfectoral, évidemment. Donc, comment cette continuité se fait par rapport à l'Ancien Régime? Les intendants d'Ancien Régime, les préfets, bon, voilà, continuité. Ça, c'est évident, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de remarquer, et depuis Jean-François Chanet, c'est bien clair,
que les régimes les plus jacobins, mais démocratiques, comme la Troisième République, n'arrêtent pas de parler des petites patries, n'arrêtent pas de parler du local. Et sur ce plan-là, je pense qu'effectivement, en ce qui concerne le paysage, je n'oublie pas le sujet, contrairement à ce que vous pourriez penser, évidemment, le fait qu'on va individualiser un paysage local, c'est intéressant de voir si c'est corrélé, alors explicitement très souvent, dans des séries, des collections, des stratégies, etc., parfois implicitement, ça c'est le travail des chercheurs, au grand récit du paysage national. C'est-à-dire qu'on fait du national avec plein de paysages locaux. Je me rappelle avoir travaillé sur des documents populaires où ça revenait sans arrêt, c'est-à-dire, et nous sommes avant 14, je ne vous parle pas du régionalisme récent, avant 14, vous avez sans arrêt ce discours, folklorisant ou pas, qui dit, la France, ce qui est intéressant, c'est sa diversité. Le thème de la diversité est vieux, comme la France, d'une certaine façon. Ça dépend pour faire quelle politique, etc. Enfin, troisième et dernière considération sur les usages. Bon, tout est usage, évidemment, voire usager. Il s'agit surtout de réfléchir, et dans un autre lieu qu'une conférence d'ouverture, de mesurer la pratique, et je dirais en particulier ce qu'on peut en extraire comme la fonction de ce paysage national, la relation avec la société ou au-delà avec le social. Et c'est là qu'il faudrait revenir sur la spécificité de l'approche photographique, mais là je ne vais pas me couvrir trop de ridicule. Bon, vous l'avez peut-être dit hier, ça sera peut-être dit demain, je ne sais pas. En tous les cas, ça figure d'une certaine façon entre les lignes, ou plus explicitement dans toutes les histoires de la photographie. Moi, ce qui me frappe par rapport à la problématique de ces 3 jours, au-delà même de ce jour-ci, c'est que le couple Niepce-Daguerre, je ne vais pas sortir du couple Niepce-Daguerre, même si j'ai cité Tabouki tout à l'heure, s'interprète par leur rapport au paysage. Puisque dans le cadre de Niepce, vous avez le point de vue du Gras, et dans le cadre de Daguerre, vous avez le diorama. C'est quand même du rapport au paysage. Alors, j'ai rien compris à l'histoire de la photographie. Bon. Évidemment, ça les fait apparentés, ces 2 braves gens, ça les fait complémentaires, ça les fait distincts. Bon, on ne va pas revenir sur le procès de Daguerre, ce n'est pas la question. L'analyse critique, d'ailleurs, de l'historiographie de Daguerre serait très intéressante. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un l'a déjà fait, mais bon, c'est un objet en soi. D'une certaine façon, je dirais que le rapport de Niepce, point de vue du Gras ou pas, au paysage, est effectivement dans une sorte de presque d'empathie. Il laisse venir quelque part, je simplifie puisqu'il laisse venir, il piège aussi. Et Daguerre, quand même, ce peintre de panorama, c'est un interventionniste, c'est un manipulateur. Mais quand je dis manipulateur, je n'y ajoute pas le jugement de valeur péjoratif que la bonne conscience d'aujourd'hui met toujours. Il manipule. Bon, voilà. C'est intéressant. C'est intéressant de voir aussi que, évidemment, le public afflue. Une fois qu'on a dit « Ah oui, le public est aliéné, pour Daguerre ou pour les autres », on n'a pas, à mon avis, dit grand-chose. La vague idée que ça me faisait venir à l'esprit, c'était le couple Lumière-Méliès, qui est également un poncif d'histoire du cinéma. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Niepce-Lumière, Daguerre-Méliès, bon. Étant bien entendu que ça vaut pour Niepce. À la limite, du coup, c'est Méliès qui m'intéresse plus. Et c'est les Lumières. Si vous connaissez, dans le détail, peut-être certains d'entre vous, évidemment, l'histoire du premier film, rue du premier film à Lyon, vous savez que, évidemment, ce film archétypique était complètement construit, a été répété d'une certaine façon, et qu'on a actuellement 3 versions de la sortie des usines Lumière. Et que le chien qui traverse, le chien apparemment, d'après tous les spécialistes, y compris mon ancien étudiant Thierry Frémaux, il était retenu, et puis on l'a lâché pour qu'il traverse pendant la prise de vue, puisque c'est une prise de vue un peu particulière. Comme vous le savez d'ailleurs, tous les gens qui étaient photographiés par leur patron, très intéressant, le cinéma est inventé par les patrons qui filment leurs ouvriers, ça dit beaucoup de choses sur une société, étaient tous endimanchés, puisqu'ils avaient été prévenus par les patrons qu'il allait y avoir une prise de vue le lendemain. Enfin bref, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la distinction. Mais ce qui m'intéresse pour Niepce Daguerre, c'est qu'il scoltine le paysage. Fonction du paysage, je ne serai pas très intéressant et je vais m'arrêter là, je déborde, en disant que c'est une fonction didactique. On le voit bien dans le colloque. D'observation, le mot observation a déjà été prononcé, il le sera de nouveau. Alors l'observation du entre guillemets naturel comme du entre guillemets culturel, là aussi si je mets des guillemets, c'est pour dire qu'il faut en prendre et en laisser. En tant que culturaliste, j'aurais tendance à dire tout est culturel, bien entendu, à commencer par la nature.
On est d'accord? Enfin, c'est intéressant de voir que la société, elle, pense qu'il y a une distinction. Donc, il faut prendre au sérieux la distinction. Donc, le parc naturel régional des Vosges du Nord, c'est une chose. Et puis, la mission héliographique, donc je rappelle qu'elle était entièrement focalisée sur le culturel, puisque c'était les monuments historiques. Hein. Bon. Tout ça qui peut devenir une fonction pédagogique, on le verra entre autres aujourd'hui. La fonction esthétique, qui évidemment a toujours à voir avec cette invention romantique qui est le pittoresque. Ça, c'est encore plus clair en anglais, picturesque. Hein. Mais le pittoresque, ça m'avait intéressé en travaillant quelque temps sur le mot même de romantique, de voir qu'il se confond avec pittoresque au départ et que les premiers usages du mot romantique au XVIIIe siècle sont souvent très très proches de l'acception du pittoresque. Hein, quand on dit quelque chose qui est romantique, c'est un paysage qui est pittoresque. Mais au fond, on pourrait se demander, alors là, je suppose que je ne suis pas le premier à le dire, mais il faudrait interroger les historiens du romantisme, concentrer la lumière dite naturelle sur une plaque sensible, ça pourrait être une définition du romantisme. Ben oui. Bon, la plaque sensible étant l'artiste. Alors je laisse ça à votre réflexion. Mais en même temps, ça, c'est contemporain de la révolution industrielle. Je rappelle que la révolution industrielle, c'est une invention des historiens a posteriori. C'est vers 1910 qu'un historien français a inventé la notion de révolution industrielle. Les contemporains ne parlent pas de révolution industrielle. Méfions-nous, tout est piégé. Hein. Et tout est construit. Mais la révolution industrielle, elle est contemporaine du romantisme. C'est une dialectique intéressante. Et la révolution industrielle, elle a à voir avec l'invention de la photographie et de la reproductibilité technique. C'est pour ça que je vous en parle. C'est pas pour le plaisir. Hein. Voilà. Travaillons un petit peu là-dessus. Et puis la fonction éthique. Ah oui, la fonction éthique. Alors là, je renonce à politique, je parle d'éthique. Moi, ce qui me frappe, dans un certain nombre d'initiatives, récapitulons la mission héliographique, la mission de restauration des terrains de montagne, ça c'est génial, effectivement. RTM, qui existe toujours. Le Conservatoire du littoral, et la mission de 1984 et années suivantes, pour moi, c'est un rapport avec le CARE. C'est-à-dire qu'on restaure, on veut protéger, on veut revenir en arrière sur ce qui a été dégradé. Hein. Il faudrait réfléchir, cette fameuse notion de CARE. On prend soin. Et la mission héliographique, c'est ça. Hein. C'est pour ça que Guizot, qui est l'inventeur, c'est pas Mérimée, hein. Guizot, Mérimée, Viollet-le-Duc, on se sont décarcassés. Hein. Bon. Voilà. Donc, il y a une logique du care dans tout ça. C'est-à-dire qu'on va prendre soin du monument, y compris le monument naturel. Hein. Bien sûr, toute une réflexion qui a déjà été commencée sur la notion de monument naturel. Les Allemands sont très forts là-dessus, comme vous le savez. Et je conclus sur le rôle social du photographe, du coup. Hein. Puisque le rôle social est mis à toutes les sauces, le rôle social de l'historien. Je rappelle que le rôle social, ça a commencé avec l'officier. Hein. Celui qui a inventé ça, c'est Lyotet. Rôle social de l'officier, et maintenant, tout le monde est dans le rôle social. Donc, Olivier Dumoulin, etc., le rôle social de l'historien, le rôle social du sociologue, évidemment, le rôle social de l'artiste, du photographe, du paysagiste. Eh bien, peut-être que l'histoire culturelle aurait quand même quelque chose à dire là-dessus, puis elle va se taire maintenant, d'autres parleront après. C'est qu'effectivement, il est intéressant de voir que la mission de 1984 a contribué à l'artification de la photographie de paysage. Artification, un terme capital dû entre autres à Nathalie Hennick et puis quelques autres. L'artification de la photographie de paysage à travers le type de commande qui est passé à partir de 1984, et que c'est au fond à la recherche scientifique et entre autres à l'histoire culturelle de rétablir un statut de document. C'est-à-dire que Tabouki et le reste, ça devient aussi des objets de document. Et c'est ça qui me paraît intéressant, c'est-à-dire que cette dialectique ne s'arrête jamais. Vous avez le document qui s'artifie, et puis l'artification qui redevient documentaire. Et comme disait, paraît-il, Paul Valéry, tout se termine en Sorbonne. Enfin, on aura compris, tout se termine en recherche scientifique. Merci.